je vais vous le dire d'une autre manière, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais je trouve ça très rigolo. Si vous buvez une bouteille de whisky par semaine, et que votre médecin vous dit, vous devriez quand même y aller mollo, vous dites, pas de problème, je passe à 1,2 bouteilles de whisky, mais je rajoute un verre de jus d'orange. Est-ce que vous pensez que votre foie voit sa condition s'améliorer? C'est exactement ce que nous avons fait sur les 18 dernières années. Nous sommes passés de 1 bouteille à 1,5 bouteilles de whisky, en rajoutant un peu de jus d'orange et de vitamine C par-dessus. Voilà ce qu'on a fait depuis 18 ans. On n'est pas du tout en train de régler notre problème. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Pas du tout. On est en train d'accroître notre problème en ayant rajouté par-dessus un zeste de machin qui dit que ça va bien. Ce que vous voyez, c'est que la quantité d'énergie mobilisée par personne, c'est-à-dire la quantité de machines mobilisées par personne, a considérablement augmenté en l'espace d'1,5 siècle. C'est ça la révolution industrielle, et c'est ça, j'insiste encore une fois, qui fait l'augmentation du pouvoir d'achat de la population. Si je regarde aujourd'hui, l'essentiel de ce qui fait notre pouvoir d'achat, c'est donc des énergies fossiles. Alors le dictionnaire est bien fait, des énergies fossiles, c'est des restes de vie ancienne, enfin c'est des restes anciens, c'est des choses qui ont fossilisé. Donc les énergies fossiles, c'est gaz, pétrole, charbon, puisque c'est des restes de vie ancienne. L'uranium n'est pas une énergie fossile, c'est un métal. Les métaux ne sont pas considérés comme des fossiles, donc le cuivre n'est pas considéré comme un fossile, le fer non plus, l'uranium non plus. C'est disponible en quantité finie, évidemment, mais par contre, ce n'est pas fossile. Et les énergies fossiles étant des restes de vie ancienne et la vie sur Terre étant basée sur des chaînes carbonées, elles ont toutes comme caractéristique commune de conduire à des émissions de CO2 quand on s'en sert, puisque libérer l'énergie d'une énergie fossile, c'est oxyder le carbone et l'hydrogène qui s'y trouvent. Donc vous n'utilisez pas d'énergie fossile sans faire du CO2, c'est impossible. Et la quantité d'énergie... Voilà. Et la quantité d'énergie... C'est un peu vite là. Est-ce que je vais y arriver? C'est une zapette qui est un peu mal réveillée. Voilà. La quantité d'énergie que nous utilisons aujourd'hui en moyenne mondiale, ça fait 20 000 kWh par personne et par an. Et avec le petit calcul d'ordre de grandeur que je vous ai fait juste avant sur comment se compare la puissance musculaire et la puissance des machines, ça revient à dire que chaque terrien, grâce aux machines qu'il mobilise à travers cette quantité d'énergie, a multiplié sa puissance productive par 200, a multiplié sa puissance musculaire par 200. Donc l'énergie qui permet de mettre en route des machines a de fait multiplié la capacité de transformation de l'environnement de chaque terrien par un facteur 200. Je vais vous le dire encore autrement, nous sommes un peu plus de 7 milliards sur Terre. S'il n'y avait pas les machines et l'énergie, pour avoir la même production annuelle, il faudrait qu'on soit 1400 milliards. Ça poserait un tout petit problème de nourriture. Donc, les machines ont permis, j'insiste, de faire de nous Superman pour de vrai. Alors, en Occident, ce n'est pas 200, le multiple, c'est entre 500 et 1000. Et pour les CSP+, que vous êtes majoritairement, c'est plutôt entre 1000 et 2000. Donc, vous, dans cette salle, vous vivez, moi, dans cette salle, je vis, parce que je fais partie de la même catégorie, exactement comme si j'avais 1000 à 2000 esclaves à ma disposition en permanence. Le smicard français, grâce à l'énergie, vit aujourd'hui comme un nabab. C'est ça le drame politique de cette affaire. Vous ne pouvez pas lui dire, mais c'est la réalité. C'est ça le drame politique de cette affaire. Et même le mode de vie du smicard français, ça qu'on va voir dans pas longtemps, n'est pas durable. C'est-à-dire qu'il est déjà trop élevé par rapport à ce que la nature est capable de nous offrir en combustible, en capacité d'épuration du CO2, etc. Voilà. C'est ça, encore une fois, le drame politique indicible de cette affaire. Alors, vos esclaves des temps modernes, en voici un tout petit sous-ensemble. Et en plus, ces esclaves des temps modernes ont la très bonne idée, par rapport aux esclaves des temps anciens, qui étaient les animaux de trait et les organismes humains, de manger du sous-sol. Parce que les animaux de trait nous faisaient concurrence sur l'alimentation autrefois. Il leur fallait des surfaces pour se nourrir. C'était autant de surfaces qu'on ne pouvait pas utiliser pour nourrir les hommes. Les esclaves, il fallait des surfaces pour les nourrir. Donc c'était autant de surfaces que vous ne pouviez pas utiliser pour nourrir les gens dits libres. Là, les esclaves des temps modernes mangent du sous-sol. Donc ils nous laissent tout l'espace en surface. Et soit dit en passant, un des problèmes liés aux énergies renouvelables, c'est que ça recrée de la concurrence d'usage du sol, parce que les énergies renouvelables, elles n'utilisent pas du sous-sol, elles utilisent du sol. Donc on retombe sur ce problème historique
de concurrence d'usage du sol avec les énergies renouvelables. Et donc, par individu, ça nous a multiplié notre puissance musculaire par un facteur de 100 à 600. Qui, dans cette salle, n'a jamais entendu dire que la France était un pays tout nucléaire? Voilà, donc vous lisez le même journal que moi, c'est bien. Eh bien, voici l'énergie qui, en France, actionne les machines que nous utilisons. Alors, où est-ce qu'on utilise des machines dans ce pays? On utilise des machines chez nous, c'est la colonne résidentielle. On utilise des machines là où on travaille, ça s'appelle tertiaire. On utilise des machines pour fabriquer des objets, ça s'appelle industrie. On utilise des machines pour faire pousser de la nourriture, ça s'appelle agriculture. Et on utilise des machines pour gérer les transports, ça s'appelle transport. L'axe vertical est gradué en milliards de kilowattheures, c'est ça qu'on appelle des térawattheures. Et comme le 1 kilowattheure, c'est 3,6 millions de joules, je peux utiliser des kilowattheures pour tout, pas juste pour l'électricité. Je peux en utiliser pour le charbon, pour le pétrole, pour le gaz, pour ce que je veux. Dès qu'il y a de l'énergie, je peux utiliser des kilowattheures. Et maintenant, je vais cercler ce qui, dans ce pays, provient des combustibles fossiles pour les machines que nous actionnons. Et maintenant, je vous pose la question, pensez-vous que la France soit un pays tout nucléaire? Qui considère que c'est une affirmation justifiée quand on voit ce graphique? Voilà. Donc voilà une application très pratique de ce que je viens de vous dire tout à l'heure sur ne croyez pas la presse. Ne croyez pas la presse. Jamais. J'insiste. Jamais. Ça n'est jamais opposable. Alors, dans le même temps, vous avez la population humaine qui a un tout petit peu augmenté. Alors, en fait, ce n'est pas dans le même temps, c'est grâce à l'énergie que la population humaine a augmenté. Parce que l'énergie a permis, par exemple, de supprimer l'essentiel des famines. Si ça ne pousse plus ici, on transporte de là où ça pousse. L'énergie permet de conserver les aliments. L'énergie permet de se protéger du chaud et du froid. L'énergie permet d'avoir du temps libre pour chercher sur des médicaments, parce que tant qu'on est occupé à faire pousser des patates, il n'y a pas beaucoup de chercheurs en médecine qui s'occupent d'allonger votre espérance de vie. L'énergie permet de vous protéger des microbes quand vous naissez, etc. Donc en fait, l'allongement de l'espérance de vie, c'est une conséquence directe de l'accroissement de l'approvisionnement énergétique. C'est une conséquence directe. Donc dans le même temps que nous utilisons de plus en plus d'énergie par personne, c'est-à-dire que par personne, on transforme de plus en plus l'environnement, on est de plus en plus nombreux. Alors l'INSEE, à l'époque, n'était pas extrêmement performante, mais on va dire qu'au moment où les hommes se sédentarisent, il y a 10 000 ans, est-ce que vous savez pourquoi les hommes se sédentarisent il y a 10 000 ans? Parce qu'il y a 10 000 ans, nous sortons de la dernière grande transition climatique que l'humanité a connue, c'est-à-dire la déglaciation. Et le climat devient stable. Le climat a été stable pendant 10 000 ans jusqu'au moment où on a commencé à le tripoter. Et donc un climat stable, ça permet de commencer à développer des pratiques qui sont reproductibles d'une année sur l'autre, alors que quand le climat n'est pas stable, vous ne pouvez pas, en restant au même endroit. Et nous sommes les lointains ancêtres de cette stabilisation du climat, puisqu'aujourd'hui vous habitez en ville, enfin vous étudiez en ville. La création de l'agriculture, puis derrière des villes, parce que sans agriculture il n'y a pas de ville, c'est une conséquence de la stabilisation du climat. Donc il y a 10 000 ans, le climat commence à stabiliser, et à l'époque, même si l'INSEE n'est pas très performante, nous sommes quelques millions sur Terre. Au début de la révolution industrielle, on a quand même gagné un facteur 100 en ordre de grandeur, enfin un facteur de quelques dizaines, et nous sommes de l'ordre du milliard. Et puis là, vous voyez qu'en 2 siècles, crac, on est passé à 7 milliards, et ça continue à augmenter. Quand je suis né, la population humaine était la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Alors certes, je suis un vieux crabe à vos yeux, mais quand même, ça fait une grosse augmentation sur une durée de vie. Alors question, est-ce que quand on voit ce genre d'évolution, on se dit que la population va rester stable indéfiniment à 7 ou 8 milliards d'habitants? Moi, je ne suis pas complètement persuadé, et je suis même raisonnablement persuadé du contraire. Donc dans les régulations auxquelles il faut s'attendre dans les décennies ou siècles qui viennent, il y aura notamment une contraction de la population qui va s'opérer d'une façon que je ne suis pas capable de vous prédire, mais je suis à peu près sûr qu'elle aura lieu. Alors maintenant, une fois que je combine énergie par personne fois variation de la population, voilà à quoi ressemble la quantité totale d'énergie, c'est-à-dire le parc de machines que nous mettons en mouvement sur Terre. Et vous voyez en haut, là, le petit machin là, qui excite tout le monde, alors que l'essentiel de cette énergie, qui met en mouvement l'essentiel du parc mondial de machines, c'est du carbone, c'est-à-dire des énergies fossiles. Même si je regarde la façon dont ça a varié récemment, parce que vous allez me dire, oui, mais jusqu'à maintenant, on ne s'occupait pas de la transition, maintenant on a mis en route la transition, alors donc maintenant ça va mieux. Voilà comment a varié la quantité d'énergie utilisée sur Terre depuis l'an 2000. Depuis l'an 2000. 2000, c'est pas très vieux, normalement vous étiez né. Eh bien, pas de beaucoup, mais quand même.
Donc, voyez, depuis en gros l'âge de votre naissance, comment a varié la quantité d'énergie qu'on utilise sur Terre. Pour chacune des énergies qu'on utilise sur Terre, ce graphique ne vous donne pas la quantité qu'on utilise aujourd'hui, mais l'augmentation ou la baisse entre 2000 et 2018. Eh bien, vous voyez que ce qui a le plus augmenté entre 2000 et 2018 et de très très loin, ce n'est pas du tout les énergies renouvelables, c'est les énergies fossiles. Sur cette période, le charbon, par exemple, a augmenté 5 à 10 fois plus que les deux énergies renouvelables dont on adore parler dans ce pays, c'est-à-dire l'éolien et le solaire, alors que, soit dit en passant, la première sur Terre, c'est l'hydroélectricité, qui a plus augmenté que l'éolien et le solaire sur la période. Mais vous voyez que le différentiel reste encore en faveur des énergies fossiles. Alors, je vais vous le dire d'une autre manière, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, mais je trouve ça très rigolo. Si vous buvez une bouteille de whisky par semaine, et que votre médecin vous dit, vous devriez quand même y aller mollo, vous dites, pas de problème, je passe à 1,2 bouteilles de whisky, mais je rajoute un verre de jus d'orange. Est-ce que vous pensez que votre foie voit sa condition s'améliorer? C'est exactement ce que nous avons fait sur les 18 dernières années. Nous sommes passés de 1 bouteille à 1 bouteille et demie de whisky, en rajoutant un peu de jus d'orange et de vitamine C par-dessus. Voilà ce qu'on a fait depuis 18 ans. On n'est pas du tout en train de régler notre problème. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Pas du tout. On est en train d'accroître notre problème en ayant rajouté par-dessus un zeste de machin qui dit que ça va bien. Je vous parlais de l'électricité tout à l'heure. Alors, une partie de l'énergie qu'on utilise commence par transiter par une centrale électrique. Alors, une centrale électrique, c'est un convertisseur, comme d'autres machines, qui prend de l'énergie disponible dans l'environnement, du pétrole, du gaz, du charbon, de l'uranium, des chutes d'eau, etc., et qui en sort une autre forme d'énergie qui s'appelle de l'électricité. L'essentiel des centrales électriques dans le monde sont des machines thermiques. C'est-à-dire qu'on commence par faire de la chaleur. Avec cette chaleur, on fait de la vapeur, et avec cette vapeur, on fait tourner une turbine, c'est-à-dire un alternateur, et on fait de l'électricité. Cette chaleur peut être produite par du charbon, c'est 40% de l'électricité dans le monde, et ça fait 1 kg de CO2 par kilowattheure électrique. Ça peut être fait par du gaz, c'est 25% de l'électricité dans le monde, et ça peut être fait par du pétrole, c'est quelques pourcents de l'électricité dans le monde. Après, vous avez encore un mode thermique, c'est le nucléaire. Ça fait 10 grammes, en gros, de CO2 par kilowattheure. Et le premier mode renouvelable et non thermique, c'est-à-dire on n'a pas besoin de chaleur pour faire l'électricité, c'est l'hydroélectricité, où là, c'est directement le mouvement de l'eau qui entraîne la turbine. Mais tous les autres modes sont thermiques. Ce qui veut dire, soit dit en passant, que tous les autres modes, c'est des machines de Carnot qui ont besoin de sources froides. Donc toutes les centrales thermiques en bord de rivière ont ces grandes tours de refroidissement qui, en France, sont l'emblème de la centrale nucléaire. Sauf que si vous allez voir une centrale en bord de mer, il n'y a pas ce genre de truc. Donc vous allez à Panly, il n'y a pas de tour de refroidissement pour une centrale nucléaire. Par contre, si vous allez voir une centrale à charbon allemande en bord de rivière, vous avez cette grande tour de refroidissement. Donc ces grandes tours de refroidissement, ce n'est pas l'emblème de la centrale nucléaire, c'est l'emblème de la centrale thermique en bord de rivière. Voilà. Autre chose que la presse vous assimile, alors que ce n'est pas une bonne assimilation. L'assimilation, c'est tour de refroidissement, centrale thermique. Ce n'est pas tour de refroidissement, centrale nucléaire. Pourquoi est-ce que le nucléaire est décarboné? Parce que vous avez un rapport 1 à 1 million entre l'énergie que vous retirez d'une combustion et l'énergie que vous retirez d'une fission pour la même quantité de matière de départ. Dit autrement, si je fissionne 1 gramme d'uranium, c'est comme si je fais brûler 1 tonne de pétrole. Donc le nucléaire manipule des très petites quantités de matière. Donc même si vous avez des engins de mine qui fonctionnent au diesel, de l'enrichissement, etc., toute la chaîne du combustible et le traitement des déchets derrière, comme ça manipule des toutes petites quantités de matière, rapporté au kilowattheure produit, ça ne fait pas beaucoup de CO2. Ce n'est pas parce qu'on vous ment, c'est juste pour des raisons physiques. Et l'hydroélectricité n'en fait pas beaucoup non plus, parce qu'une fois que vous avez construit le barrage, donc couler du béton, ce qui émet du CO2, après vous n'en avez plus. Et les nouvelles énergies renouvelables, vous voyez ce que ça représente en haut, et elles ne sont pas non plus zéro carbone. Parce que pour faire un panneau solaire, vous avez besoin de 20 métaux différents, donc il faut les fondre. Et fondre des métaux, ça émet du CO2. Il faut faire de la métallurgie de l'acier, de la métallurgie du silicium, de la métallurgie du cuivre, etc. Tout ça crache du CO2. Donc vous en avez plus ou moins en fonction du collecteur que vous allez utiliser. Si vous utilisez un panneau solaire et que vous stockez l'électricité sur batterie, vous pouvez arriver à quasiment 200 grammes de CO2 par kilowattheure, ça se balade entre 50 et 200. Et pour mémoire, le kilowattheure au gaz, c'est 400. Le kilowattheure électrique au gaz, c'est 400. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout vert, c'est moins carboné que le gaz. Ça, c'est une affirmation précise. Vert, ce n'est pas précis.
Du reste, l'électricité n'est pas verte. Si vous mettez vos doigts dans la prise, vous n'allez pas devenir vert. L'électricité, c'est de l'électricité. Vous n'allez pas vous transformer en Hulk si vous mettez vos doigts dans la prise, ça ne marche pas bien. Voilà, donc ce que vous voyez sur la production électrique, c'est que l'essentiel est fossile, et l'essentiel de l'incrément, alors là je vous ai même pris simplement les 8 dernières années, est aussi fossile. C'est-à-dire qu'avant de vous parler des panneaux solaires qu'on installe je ne sais pas où, on devrait continuer à vous parler des centrales à charbon qu'on installe je ne sais pas où. Parce que c'est ça qui continue à se passer avant toute chose.